Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, on va essayer durant ces 30 minutes de parler un petit peu sur la nutrition et les cancers, quels sont les enjeux et comment on doit, comment doit-on faire le diagnostic et la prise en charge de la dénutrition chez le patient cancéreux. Alors, la définition de la dénutrition, en règle générale, c'est un déséquilibre, un état qui résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins de l'organisme en matière d'énergie et de protéines. Donc, il faut savoir que la dénutrition est présente chez pratiquement la moitié des patients atteints de cancer et elle peut atteindre plutôt 80% dans les cancers au stade métastatique. Cette incidence varie encore en fonction des localisations des cancers. Les cancers les plus pourvoyeurs sont les cancers du tube digestif, suivis par les cancers de la tête et du cou, le cancer du poumon et les cancers hématologiques. Alors, cette dénutrition peut être, on va dire, favorisée par déjà le stade de la maladie. Plus le stade de la maladie est avancé, plus on est à risque à faire une dénutrition. Par la nature aussi des traitements oncologiques, les patients qui subissent une chimiothérapie, les patients qui subissent donc une chirurgie lourde, une radiothérapie sont plus sujets à faire de la dénutrition. Aussi la localisation de la tumeur, donc comme on vient de voir, une tumeur du tube digestif, donc c'est des tumeurs qui vont pratiquement impacter les capacités d'absorption et d'administration de nutriments d'alimentation donc chez le patient, aussi les tumeurs ORL, donc qui vont par leur siège un petit peu inhiber ou empêcher une alimentation correcte, et aussi l'ajout d'autres facteurs comme un âge avancé, des comorbidités, le diabète, etc. Alors, quelles sont les conséquences de cette dénutrition? Donc, tout d'abord, une dénutrition peut augmenter le risque de toxicité et de complications des patients atteints de cancer. Donc, on va être amené à avoir une incidence plus marquée, des faiblesses plus marquées et à être obligé à interrompre les traitements pour essayer donc d'avoir des chances de récupération. Donc, ceci peut conduire à la fin à l'abandon de la stratégie thérapeutique qui va se traduire par une réduction de l'efficacité des traitements et aussi altérer la qualité de vie du patient. Comment on va faire le diagnostic de cette dénutrition? Alors c'est simple, donc selon la Haute Autorité de Santé française, donc il faut avoir un critère de diagnostic, plutôt un critère ce qu'on appelle phénotypique et un critère étiologique. Chez le patient cancéreux, le critère étiologique est constant, donc c'est la présence. Alors, bon, j'arrive pas. Donc, c'est la présence d'un cancer à lui seul, donc suffit. Et comme critère phénotypique, c'est la présence d'une perte de poids supérieure à 5% pendant un mois, ou supérieure à 10% dans 6 mois, ou une IMC inférieure à 18,5 et inférieure à 22 en cas de sujet supérieur à 70 ans, et avoir aussi une réduction quantifiée de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc, le diagnostic de cette dénutrition doit être systématique chez tous les patients atteints de cancer. Chaque malade atteint de cancer est à risque à faire une dénutrition. Donc, le diagnostic doit avoir une approche multidisciplinaire. Donc, c'est pratiquement un malade atteint de cancer, il va être vu et pris en charge par plusieurs médecins, par plusieurs disciplines. Donc, à chacun, chaque intervenant, chaque acteur du système de santé doit penser à faire le diagnostic et la prise en charge de cette dénutrition. Donc, bien sûr, il faut utiliser des outils validés pour poser le diagnostic de la dénutrition, comme on vient de voir, par rapport aux critères de la Haute Autorité de Santé. Et aussi, il faut avoir une surveillance continue
de l'état nutritionnel du malade tout au long de sa prise en charge. Alors, cette prise en charge commence d'abord par une approche qui doit être personnalisée, donc chaque malade doit être traité d'une façon individuelle. On n'aura jamais deux patients identiques. D'abord, on commence par la correction des carences nutritionnelles et la correction des habitudes de vie, prévenir les complications qui sont liées soit à la maladie ou à cet état de dénutrition, afin de pouvoir améliorer la qualité de vie du patient. Donc, on commence par la correction des carences nutritionnelles. Aussi, on doit traiter la perte musculaire. On va essayer d'encourager l'activité physique. Actuellement, on est certain que l'activité physique est un facteur qui peut influencer la survie. On a une survie globale qui est nettement améliorée chez les patients qui sont en activité physique par rapport aux patients sédentaires. Donc cette prise en charge permet aussi d'améliorer la tolérance au traitement et améliorer la qualité de vie des patients. Alors, cette prise en charge commence d'abord par une évaluation initiale de l'état nutritionnel. Donc, on va évaluer est-ce qu'il y a une perte de poids, on va quantifier les apports alimentaires et essayer d'évaluer la qualité de cette alimentation. Donc, on essaiera également d'évaluer la masse musculaire. On peut utiliser des techniques telles que la bioimpédancemétrie ou les imageries. Et aussi, on peut s'aider au dosage biologique comme le taux de l'albuminémie et la préalbumine. Alors, comment on va se faire? Donc, il y a une formule qui est un petit peu, on va dire, simple. Donc, les besoins caloriques journaliers, c'est 25 à 30 kilocalories par kilogramme du poids actuel. Et les besoins protéiques totaux, c'est 1,2 à 1,5 g par kilogramme de poids actuel par jour. Donc, ces formules permettent de calculer les besoins réels du malade. Et on va essayer aussi d'identifier les facteurs qui vont influencer, qui vont causer cette dénutrition, qui peuvent être des symptômes liés à la maladie cancéreuse, liés au traitement, tels que une anorexie, des nausées, des vomissements, des douleurs qui vont empêcher des apports alimentaires corrects, donc les effets indésirables tels que les mucites, les diarrhées, les dysphagies qu'on doit prendre en charge également, sinon pratiquement traiter la dénutrition et laisser les causes de dénutrition en place ne va pas conduire à grand-chose. Donc, l'intervention nutritionnelle commence d'abord par des conseils diététiques. Donc, on va essayer de corriger la qualité de la nutrition des malades. Donc, l'objectif, c'est atteindre 25 à 30 kilocalories par jour. Par kilogramme du poids et 1,2 à 1,5 g de protéines par kilogramme de poids par jour. Donc le taux de protéines peut être augmenté à 2 si on a une sarcopénie, ça veut dire une réduction de la masse musculaire. On va également encourager donc de l'activité physique et la consommation d'aliments riches en énergie tels que la viande, les poissons, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses. Alors, pour les malades pour les patients qui ont des difficultés à s'alimenter, on peut également proposer un fractionnement des repas. Moi, personnellement, je recommande aux patients, au lieu de prendre une grosse assiette, de fractionner dans des chopes, faire de la soupe riche en protéines. Et adapter les textures en fonction des goûts et des préférences des patients, donc par rapport aux patients qui présentent des mucites ou des stomatites, où ils auront des difficultés à mâcher ou des difficultés à avaler. Alors, si les règles hygiéno-diététiques ne suffisent pas, donc on va proposer aux patients des compléments nutritionnels oraux. Donc, ces compléments seront indiqués en alimentation supplémentaire par rapport au repas. Donc, ce ne sera pas
une alimentation, je vais dire, exclusive. Alors, on va choisir en fonction des goûts et des préférences du patient. Et ça sera toujours en complément des repas ou en collation. Si même avec les compléments nutritionnels oraux, cet état de dénutrition ne se corrige pas, on peut également proposer une nutrition artificielle qui sera laissée au dernier recours. Alors cette nutrition artificielle donc, est divisée en deux parties, ce qu'on appelle la nutrition entérale. Donc c'est une nutrition qui va utiliser le tube digestif de patient. Donc on va introduire une sonde qui va aller directement dans l'estomac, soit à travers le nez, soit directement avec une petite chirurgie, et on va verser de la nourriture entre guillemets dans le tube digestif de patient. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'elle va maintenir un système digestif qui est fonctionnel. Si cette nutrition entérale n'est pas suffisante, donc on pourra avoir recours à l'alimentation parentérale qui consiste à administrer les nutriments directement dans le système vasculaire, dans le sang. Également, on va avoir besoin de faire une prise en charge des symptômes et des complications, donc la prise en charge des nausées et des vomissements par les antinauséeux, donc la gestion de la douleur. Donc pour les patients qui présentent une dysphagie, on peut proposer des gels de lidocaïne à badigeonner avant les repas, et la prise en charge des infections par des antibiothérapies adaptées. Alors, cette prise en charge a besoin d'un suivi et une réévaluation constante et régulière. Donc, on doit faire une surveillance du poids, des apports alimentaires et aussi des paramètres biologiques, et d'adapter le plan nutritionnel en fonction de cette évaluation. On va essayer d'avoir un petit cas clinique, c'est celui du monsieur BM, âgé de 65 ans, qui présente un cancer colorectal stade 3. Il est sous chimiothérapie type Folfox et qui présente une perte d'appétit, fatigue et une perte de poids récente. L'examen clinique trouve un poids de 68 kg avec la notion de perte de 7 kg en 2 mois, soit 9% du poids habituel. Un IMC à 22 kg par mètre carré qui est normal mais qui est en baisse, et des apports alimentaires qui sont en réduction à la moitié par rapport à d'habitude. Sur le plan des symptômes, on a des nausées occasionnelles et des fatigues importantes. Alors c'est un malade qui est dénutri. Vous pensez que... Alors si on applique, on demande un bilan, on trouve une albuminémie à 32 grammes par litre, donc elle est basse, et une préalbuminée qui est à 0,18 grammes qui est toujours basse, et une tendance à l'inflammation avec une CRP à 15 mg par litre. Alors c'est un malade qui présente 3 critères de la Haute Autorité de Santé, une perte de poids qui est supérieure à 5% en un mois, avec une réduction des apports alimentaires et une pathologie maligne évolutive qui est son cancer colique de stade 3. Donc il présente une dénutrition modérée qu'on va essayer de réduire. D'abord, on doit calculer les besoins nutritionnels et énergétiques du patient, donc qui sont autour de 2040 kilocalories par jour, avec des besoins protéiques à l'ordre de 102 grammes de protéines par jour. Donc on a utilisé la formule précédemment présentée. Et par rapport à l'évaluation de ces apports actuels, donc il consomme 1200 kilocalories par jour, ce qui donne un déficit de 840 kilocalories par jour, et des protéines à environ 50 grammes par jour, ce qui donne un déficit de 52 grammes par jour. Pour corriger ce déficit, donc on va prescrire donc des compléments nutritionnels oraux. Donc on va utiliser des doses standards. Donc un kilo standard, ça contient environ 300 kilocalories et 18 grammes de protéines. Donc ça va faire environ 3 knos par jour, qui sont répartis en 3 prises, un le matin, un l'après-midi et un le soir avant le coucher. Alors, après 2 semaines, le poids du malade s'améliore, donc il y a une prise de 1 kg et des apports alimentaires qui remontent à 1500 kilocalories par jour, avec une bonne tolérance digestive. Il n'y a pas d'aggravation de nausées.
On va ajuster notre prescription, donc un déficit qui se réduit à 540 kilocalories par jour et un déficit en protéines donc à 32. On va donner donc 2 KNO au lieu de 3. Après un mois, le malade reprend son poids à 70 kg qui reste stable avec des apports alimentaires à 1800 kilocalories par jour, donc stable. La dénutrition est corrigée. Donc on va procéder à un arrêt progressif des KNO et le maintien d'une alimentation enrichie. Donc avant de terminer, j'aimerais un petit peu parler des fausses idées reçues sur la nutrition et le cancer. Dans ma pratique pratiquement journalière, je reçois beaucoup de malades qui pensent que manger du sucre, ça va faire évoluer le cancer. Bon, c'est pas vrai. Donc un malade cancéreux peut prendre autant de sucre qu'il veut. Il n'existe pas d'aliments qui vont guérir le cancer, donc le traitement magique, le traitement miracle de cancer n'existe pas toujours. Et alors, pour les compléments alimentaires ne vont jamais remplacer une alimentation saine. On peut s'aider de compléments alimentaires, mais pas exclusivement. La viande ne cause pas toujours le cancer. Un patient cancéreux peut manger de la viande sans problème. Et les patients sous chimiothérapie peuvent également consommer des produits laitiers. Et je vous remercie et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr Milzi, pour cette présentation. On va essayer justement de prendre des questions peut-être parmi le public présent.